Bienvenue à tous et à toutes à la conférence Juifs au Maroc, séfarades au Québec, une histoire de migration coloniale. Au nom du Musée McCord, je remercie chaleureusement Madame Yolande Cohen et les Belles Soirées de nous offrir cette conférence qui conclut la programmation culturelle qui entoure l'exposition Shalom Montréal, Histoire et contribution de la communauté juive. L'exposition, si vous ne l'avez pas encore visitée, tire à sa fin et se terminera ce dimanche. C'est donc l'occasion de la visiter, de ne pas passer à côté. Shalom Montréal met en lumière la participation des communautés juives au développement de la ville au 20e siècle. Elle met de l'avant des réalisations qui ont été marquantes pour tous les Montréalais dans les domaines de l'architecture, de la protection du patrimoine, des sciences, de la santé, des droits de la personne, du commerce, des arts et de la culture. On y croise des personnalités de renom comme Moses Shavdi, Phyllis Lambert, Henry Morgan Tyler et Léa Robach, mais aussi des histoires moins connues d'hommes et de femmes qui ont vécu l'immigration pour trouver une terre d'accueil à Montréal. Donc, je remercie Mme Cohen qui a agi aussi comme membre du comité scientifique de cette exposition, donc elle la connaît très bien. Je vous informe également que l'ouvrage « Les séfarades du Québec » de Yolande Cohen est en vente à la boutique, donc vous pourrez vous procurer le livre à la fin de la conférence. Si vous désirez aussi poursuivre votre après-midi au musée par la visite de l'exposition, je vous le recommande fortement. Je vous invite simplement à vous présenter à la billetterie du musée. Je vais donc maintenant laisser la parole à Emmanuel Friand des Belles Soirées qui va prendre quelques minutes pour vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je prends juste 1 minute parce que je sais bien que c'est pas moi du tout que vous avez envie d'écouter. Alors au nom des Belles Soirées, je souhaite déjà vous souhaiter la bienvenue. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour passer 2 heures en notre compagnie. Je tiens à remercier chaleureusement le Musée McCord qui est toujours un partenaire qui nous permet de vous offrir des conférences en lien avec des expositions toujours très intéressantes. Donc merci au musée et puis merci à Madame Yolande Cohen de sa présence. Merci de nous offrir ces 2 heures. Madame Yolande Cohen, vous la connaissez certainement. Elle est professeure titulaire d'histoire contemporaine à l'UQAM, spécialiste de l'histoire des femmes au Canada, mais aussi de l'histoire des migrations maghrébines post-coloniales. Elle est l'auteure de nombreux articles scientifiques et de 11 ouvrages, dont le dernier qui traite justement du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et donc en vente à la boutique, comme on vous l'a dit. Et puis je termine en vous précisant qu'elle est aussi chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur en France et chevalière de l'Ordre national du Québec. Donc, une personnalité que nous sommes très fiers de recevoir aujourd'hui. Je lui laisse la parole tout de suite et je vous souhaite une très belle conférence. Merci infiniment pour cette invitation au McCord, à vous ici qui êtes là pour parler de ce sujet un peu ésotérique, mais qui est quand même très impliqué et très présent dans l'exposition que vous allez peut-être voir ou que vous avez déjà vue et qui est une vraiment belle exposition. Donc, merci infiniment au Musée McCord, aux Belles Soirées et à vous d'être ici. Alors, je voudrais commencer ma présentation en disant que l'émigration des Juifs marocains au Québec s'inscrit dans un grand mouvement migratoire, c'est pour ça que je l'ai appelé post-colonial, qui, en l'espace de 30 ans, principalement entre 50 et 80, a vu le départ de près de la totalité de cette communauté qui comptait quelques 300 000 personnes en 1950 au Maroc. Je parle des Juifs du Maroc. J'ai ici une amie qui va me dire oh, mais tu ne parles que des Juifs du Maroc alors que les séfarades, c'est bien plus large. Mais on verra dans le cours de la conférence que, en fait, en effet, les Juifs du Maroc ont fait comme un genre d'OPA sur les séfarades du Québec. Et on verra un peu justement pourquoi il y a une transformation de leur identité avec le contact du Québec. Donc, parlons de ces Juifs du Maroc. Ils ont subi la colonisation française, mais contrairement aux Juifs d'Algérie, dont ils se distinguent et qui faisaient officiellement partie de la nation française depuis 1830, les Juifs du Maroc ont subi un protectorat beaucoup plus tardif et peut-être un peu moins envahissant. Les Juifs d'Algérie bénéficient des institutions consistoriales françaises et
par les fameux décrets Crémieux, sont devenus français et, en obtenant la nationalité française, vont bénéficier de tous les avantages de cette nationalité une fois l'Algérie indépendante. Et ils vont se retrouver parmi les rapatriés français qui reviennent après la guerre d'Algérie en territoire français. Pour les Juifs marocains, ce n'est pas du tout la même chose. Le protectorat, comme en Tunisie, s'installe entre les années 82 et 1912 dans ces pays et conduit à des positions complètement différentes. Elles transforment le territoire marocain, mais les Français ne sont pas les seuls à occuper le Maroc. Il y a le Portugal et l'Espagne, et ils n'entament pas, les Français, vraiment les traditions multiséculaires de coexistence qui existent entre les Juifs et les musulmans, qui sont régis par un régime qui s'appelle la Dima, qui est un régime de protection des Juifs, en fait des religions du livre par la religion musulmane, mais cette dîma va être abolie justement par le protectorat français. Alors, ces migrations, alors je vois que je suis toujours en retard d'une diapo, c'est pas grave. Ce protectorat va avoir des conséquences très importantes sur la perception que ces Juifs marocains ont à l'intérieur du Maroc. En fait, ils ressentent un exil intérieur depuis la fin du XIXe siècle, et le départ leur apparaît, le départ à la fois de leur région d'origine, souvent dans des contrées un peu reculées du Maroc, souvent dans les montagnes, mais aussi dans quelques villes, mais aussi le fait que la France installe sa colonisation va transformer les rapports qui existent entre Juifs, musulmans et Français. Et ces populations se retrouvent dans un véritable cul-de-sac. Ici, cette photo montre un peu la vie traditionnelle au Maroc, avec ces femmes qui prennent le thé, mais cet exil intérieur va les conduire à ce cul-de-sac. Ayant pour une partie de ces populations adopté le français et sa culture comme moyen de s'émanciper de leur milieu, elles vont rejeter certaines de leurs traditions, justement ces traditions culinaires et ces traditions vestimentaires qu'on voit dans cette photo. Elles les rejettent et coupent une partie de leur lien avec le monde musulman marocain pour finalement comprendre qu'elles n'avaient pas non plus leur place dans la grande nation française. Alors, elles apprennent aussi de la France des choses qui vont beaucoup les aider, c'est-à-dire à la fois la culture française, la langue française bien sûr, mais aussi, comme ces éclaireurs israélites, cette tradition importée de France d'organiser les activités des jeunes, le scoutisme et les écoles de l'Alliance israélite universelle qui vont être très très importantes. Cet exil intérieur va se traduire par des déracinements progressifs. À une première dislocation du substrat communautaire traditionnel, il faut ajouter un second type de transformation, bien plus fort encore, engendré par la Shoah et le processus de décolonisation des années 50. Dans l'exposition, en haut, au Shalom Montréal, vous allez voir vraiment, il y a beaucoup de photos très intéressantes justement de ces dislocations du substrat communautaire. Cette communauté va subir de plein fouet les méfaits des lois discriminatoires envers les Juifs du régime collaborationniste de Vichy, qui, même si elles ne furent pas entièrement appliquées, les stigmatisera de façon durable. Numerus clausus dans les écoles, couvre-feu, etc. Ces événements majeurs que sont la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale, vont entamer durablement la cohésion de cette communauté, déjà fortement ébranlée par son sentiment d'appartenance, et également son sentiment d'appartenance nationale va être relativement entamé. C'est alors que commence une série d'exils qui, avec la création de l'État d'Israël en 1948, l'indépendance des pays maghrébins dans les années 50 et les crises au Moyen-Orient des années 60-70, deviennent autant de moments marquants de la dislocation de ces communautés.
Alors, on voit ici une photo où on a le repas colonial traditionnel des Français, des Juifs et des musulmans qui se retrouvent justement dans une certaine convivialité. Mais cette émancipation ne va pas vraiment, l'émancipation promise ne va pas vraiment tenir son nom. Ces membres émigrent alors dans plusieurs régions du monde, en Israël, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Pour les Marocains, les 3 principaux pays de migration vont être bien sûr Israël, mais commençons par la France. La France, qui aurait été la destination privilégiée par nombre d'entre eux, leur est à toute fin pratique fermée. Ils ne sont pas français. La naturalisation se fait cas par cas, sur demande individuelle, pour des services rendus à la nation, ce qui détournera la plupart d'entre eux d'une émigration vers la France. Bien plus, la France, qui est assaillie par les demandes de naturalisation venant des Juifs du Maroc, de Tunisie, pas d'Algérie puisqu'ils étaient français, va freiner de toutes ses forces la naturalisation massive des Juifs du Maroc, et c'est comme ça que la plupart d'entre eux ne deviennent pas français. Aller au Québec, c'est évidemment... Alors, il me manque la partie... Aller en Israël, comment ça se fait? Bon, c'est bizarre. Bon, écoutez, c'est pas grave, on y reviendra. Aller au Québec, c'est dans ce contexte qu'ils cherchent des pays d'accueil au cours des années 60. En fait, je commencerai par aller en Israël parce que... est-ce qu'elle est là, Ah ben non, elle n'est pas là. C'est bizarre. Alors, en Israël, bien sûr, une grande partie, peut-être j'y reviens un peu plus tard, c'est peut-être pour ça que la diapo n'est pas là. En Israël, vraiment, c'est la migration la plus massive. 80% de la population juive marocaine émigre en Israël entre les années 48 et 56. Vraiment, des migrations massives, des bateaux complets qui partent avec ces populations. Donc, ce qui leur reste, pour les quelques personnes qui sont restées au Maroc, aller au Québec, qui sont encore restées au Maroc dans les années 60, une fois que toutes ces communautés se sont vidées vraiment de leur contenu, ils se demandent comment choisir cette province en fonction de l'avantage qu'elle présente comme terre américaine francophone, accueillante aux immigrants, et certainement quelque chose qui ne leur passe pas par la tête vraiment spontanément. En fait, ils ne connaissent absolument pas le Québec, ils ont rarement en entendu parler, mais réagissent comme cette famille d'Annan de Marrakech qu'Elias Canetti décrit si bien dans Les Voix de Marrakech et qui embrasse le rêve américain comme si c'était une réalité concrète et tangible. Ils émigrent donc, pour eux, ils ne vont pas au Québec, ils vont en Amérique française, parce que ça existe aussi, sur la foi du mythe américain et de ses promesses de liberté. Alors, on les voit ici dans cette photo où ils sont tellement contents d'être arrivés à Montréal. En fait, c'est grâce et avec l'aide des grandes organisations juives américaines, la Jayas, la Hayas dont on parlera tout à l'heure, qui depuis le début du XXe siècle ont contribué à faciliter l'émigration de milliers de juifs à travers le monde, les juifs marocains se retrouvent donc dans un pays inconnu où ils parlent bien sûr la langue française pour les francophones, mais tous n'étaient pas francophones, il y en avait qui étaient arabophones, il y en avait d'autres qui étaient hispanophones, donc le dépaysement est total. Le sentiment d'étrangeté est absolu et commence alors une quête identitaire sur laquelle je voudrais revenir maintenant. Cette deuxième partie, c'est la partie de rencontre avec les communautés juives du Québec. Comment on devient juif séfarade en sol québécois alors qu'on a été jusque-là juif marocain. Métropole de 3 millions d'habitants, Montréal est une ville cosmopolite, mais c'est aussi la grande porte d'entrée des immigrants en Amérique du Nord. Ils y trouvent une communauté juive principalement anglophone et ashkénaze, mais multiethnique, qui sera profondément transformée par l'arrivée de ces nouveaux venus. Alors, ils s'identifient d'abord comme juifs du Maroc, comme juifs d'Afrique du Nord, mais c'est à Montréal qu'ils découvrent l'importance ou la nécessité, on ne sait pas, de devenir séfarades. Alors, qui sont ces séfarades? J'ai voulu refaire un petit retour historique, parce que ce terme que je disais ésotérique pour la plupart d'entre vous, sans doute, est un terme qui n'est pas innocent. C'est un terme qui existe. L'immigration
juive séfarade existe à Montréal. Elle remonte au premier pas de la colonie avec la fondation d'une première synagogue séfarade établie à Montréal, dont on fête d'ailleurs cette année le 250e anniversaire, et qui s'appelle la synagogue espagnole et portugaise, nommée par ces marchands anglais pour affirmer leur attachement à leur terre d'origine. Cette synagogue est installée d'abord dans le Vieux-Montréal, puis ensuite rue Chêneville, pour monter rue Stanley et pour émigrer maintenant là où elle est, rue Saint-Kévin. Des Juifs de Judée et Galilée, qui sont ces séfarades, qui ont essaimé un peu partout sur le pourtour méditerranéen, vont créer des communautés autochtones jusqu'en Iran et en Irak. Sous l'Empire romain, qui les réduit en esclavage, un grand mouvement de conversion au judaïsme accroît la population juive, surtout en Afrique du Nord et en Orient. Avec la conquête de l'islam au 7e siècle, la majeure partie des habitants autochtones de l'Afrique du Nord, convertis d'abord au judaïsme puis au christianisme, furent pratiquement tous contraints à s'islamiser. Mais de nombreux lettrés juifs qui voyagent entre l'Afrique du Nord et l'Espagne jettent les bases d'une ère culturelle commune, effaçant un peu ces distinctions, et c'est l'âge d'or de séfarade, un terme en usage depuis le 5e siècle de notre ère, dont l'origine hébraïque désigne l'Espagne et, par extension, réfère à ces habitants juifs qui se nomment donc des séfarades. Cette ère s'achève avec l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal par les rois chrétiens en 1492 et 97. Chassés ou forcés à se convertir, une bonne partie d'entre eux vont se retrouver précisément en Afrique du Nord, mais aussi dans les Balkans, en Turquie et dans le nord de l'Europe, en Hollande, Spinoza est un séfarade, et en Grande-Bretagne. Ceux qui sont restés doivent renier leur foi, ceux qui restent donc dans ces pays catholiques, et se convertir au christianisme. Ils formeront, et c'est important à noter, l'importante et complexe population des crypto-juifs, surnommés aussi Maranes ou Conversos, qui pour certains d'entre eux continueront de pratiquer le judaïsme en secret. Le maranisme et l'exil vont donc rester des expériences déterminantes dans la formation des identités séfarades. Ainsi, on peut dire que les pratiques d'adaptation de ces communautés à leur environnement social peuvent aller très loin sans entamer leur sentiment d'appartenance au groupe juif. En d'autres termes, ces communautés apprennent la nécessité de maintenir leurs convictions et leurs pratiques religieuses dans l'espace privé qui leur permettent de faire des accommodements. Je ne sais pas s'ils étaient raisonnables. À ce moment-là, on n'en parlait pas dans ces termes-là, dans l'espace public. Très vite, cette petite congrégation donc de juifs, de marchands anglais, qui donc proviennent de ces expulsions d'Espagne et du Portugal, donne naissance à la première communauté juive organisée du Québec et qui va être transformée par la suite par des arrivées nombreuses. Et on le voit très bien dans l'exposition ici au musée. Dans cette exposition, on voit très bien les vagues de migration. Petite minorité religieuse, cette communauté devient plus importante dans les années 1900 avec l'arrivée des Juifs d'Europe orientale et centrale qui fuient les pogroms antisémites. Et si la communauté constitue 1,5% de la communauté canadienne, elle connaît néanmoins une croissance relativement durable durant les premières décennies du XXe siècle. Toutefois, l'isolationnisme qui sévit en Amérique du Nord conduit les États-Unis à instaurer des quotas dès 1921 et à restreindre toute immigration, dont, bien sûr, celle des Juifs, va beaucoup pâtir. Le Canada, contrairement à ce qu'on a cru pendant un moment et qu'on répète encore aujourd'hui un peu, va en fait va suivre ces politiques nord-américaines et se doter d'un ministère de l'immigration qui va adopter d'abord des politiques sélectives de migrants, excluant par exemple des populations de certains pays. On connaît le rapport les taxes qu'ils avaient mis sur l'immigration chinoise, et qu'ils encouragent l'immigration européenne, mais pas non européenne. Et en fait, ça va se solder par la fermeture des frontières aux réfugiés juifs
qui tentent de fuir les exactions antisémites en Europe. Et c'est dans ce contexte-là que les communautés juives doivent s'organiser et se mobiliser. En fait, aujourd'hui, curieusement, on célèbre ou en fait on commémore l'arrivée, le Premier ministre Justin Trudeau aujourd'hui fait des excuses publiques du Canada pour avoir refusé l'entrée au bateau le Saint-Louis qui n'a pas pu accoster, qui n'a pas été autorisé par les autorités canadiennes avec ses 925 migrants juifs qui ont dû retourner, dont 250 d'entre eux vont périr dans la Shoah. Et donc, cette organisation juive de solidarité internationale qui va être mise en place est comme une nécessité vraiment absolue pour les Juifs de s'entraider, puisque, en fait, l'antisémitisme étant partout très en hausse, c'est la seule manière qu'ils ont de réagir. La Hebrew Immigrant Aid Society, une autre organisation qui est très importante, qui a malheureusement été sur la scène publique la semaine dernière, puisqu'elle a été la cible de l'attaque à la synagogue de Pittsburgh. C'est la Hayas qui était vraiment ciblée. Donc cette organisation est fondée à la fin du 19e siècle aux États-Unis pour aider les réfugiés juifs d'Europe à s'y établir, va agréger et va organiser une solidarité internationale pour leur porter secours partout où ils se trouvent. La Hayas va aider des dizaines de milliers de Juifs à fuir l'Europe durant l'Holocauste, et pas de manière toujours d'ailleurs efficace, mais en fait, ils vont tenter et à relocaliser les personnes déplacées par la guerre en USA, en Israël et au Canada. Mais les efforts communautaires, comme je vous disais, ne peuvent pas grand-chose contre l'antisémitisme dévastateur des années 30. Malgré la mobilisation, la Hayas connaît des échecs nombreux, comme avec le bateau Saint-Louis. Donc c'est la conscience de cet échec cuisant à sauver les Juifs d'Europe de la Shoah qui anime les dirigeants communautaires juifs internationaux dans leur volonté de procéder au sauvetage des Juifs des pays arabo-musulmans avant qu'il ne soit trop tard. L'idée, c'était de « save the missing million ». C'est vraiment d'aller sauver ce million de Juifs qui vivent encore dans les pays arabo-musulmans. Poursuivant sa mission de sauvetage des Juifs en danger, la Hayas va contribuer à la relocalisation des Juifs d'Égypte qui perdent du jour au lendemain leur nationalité après la crise de Suez et l'arrivée au pouvoir de Nasser, et de ceux d'Irak qui doivent fuir en quelques jours leur pays pour s'installer à la hâte en Israël, mais aussi à Montréal dans les années 50. La Hayas va avoir aussi un aspect de lobbying et va se battre pour établir d'ailleurs avec l'UNRWA, l'Union des réfugiés, mais aussi auprès des gouvernements pour libéraliser les politiques d'immigration qui étaient très strictes aux États-Unis et au Canada, et avec un certain succès apporte son soutien à toutes les catégories de réfugiés et d'immigrants, pas seulement les Juifs, qui est maintenant sa vocation première. Cette entreprise d'aide à l'immigration va être diversement interprétée selon que ces Juifs sont localisés et déplacés au nom du sionisme en Israël pour y établir et construire le nouvel État dans une première vague de migration dès la création de l'État d'Israël, comme je vous le disais tout à l'heure, en 48 et 50, ou en Europe et dans les Amériques du Nord et du Sud, dans une seconde et troisième vague dans les années 50 et 60, qui ressemblent plus à des migrations économiques plus ou moins volontaires. Ces interprétations divergentes couvrent en fait des réalités très différentes que nous avons voulu appréhender à travers le prisme de la mémoire des immigrants, objet de l'enquête que nous avons menée. Quelles sont donc ces perceptions que nous avons pu recueillir auprès d'une centaine de migrants et dont nous faisons état dans notre ouvrage qui est fait avec mes étudiants de façon plus élaborée? Dans notre enquête, donc c'est ma troisième partie, nous nous sommes penchés sur les mémoires de migration pour comprendre les processus d'installation et de résilience de ces populations après un exil qu'on a décidé de qualifier de traumatique, même si ce terme est peut-être des fois utilisé un peu de façon rapide. Ça nous a pris un certain temps pour arriver, et je pense, moi, ça m'a pris à peu près une trentaine d'années pour arriver à dire que l'exil que j'ai subi était un exil traumatique. Alors, je vais l'assumer.
Dans ce contexte de décolonisation et d'indépendance des anciennes colonies françaises et anglaises, les troupes politiques et la violence entraînent une grande instabilité et la peur des représailles contre les Juifs. Et donc, forcés ou non, les départs des Juifs des pays arabo-musulmans s'inscrivent dans un contexte de violence qui diffère certes d'un pays à l'autre, mais qui reste traumatisant, comme je vous le disais, tant les personnes ressentent l'urgence du départ. Les cas des exils d'Égypte et d'Irak sont particulièrement douloureux. Ceux du Maghreb ont lieu après les violences de la colonisation en Algérie et au Maroc. Et en Algérie, beaucoup de Juifs se rappellent de la guerre civile et donc ressentent ce traumatisme de manière très forte. Ces mouvements de décolonisation entraînent une instabilité nationale très forte avec des coups d'État contre le roi Hassan II, mais surtout engendrent un sentiment très fort d'insécurité pour toute la population, en particulier pour la minorité juive. Il s'agit ainsi de fuir les nationalismes arabes qui, dans le contexte de la guerre entre Israël et ses voisins palestiniens et égyptiens, a des répercussions immédiates sur les juifs des pays arabes. Alors, comment on peut qualifier ces migrations ? Après la Shoah, l'intervention d'organismes humanitaires comme la Hayas dans le déplacement des populations établies de longue date dans leur pays d'origine est appréciée diversement. Comme je vous le disais, Égypte, Irak, Syrie, Algérie, les Juifs ont été expulsés et donc ont dû être relocalisés, souvent en Israël, mais aussi en France. D'autres, comme les Juifs du Maroc, ont dû trouver asile en Israël, pour la majorité, 80% de la population, mais aussi en France et au Canada. Si on peut parler d'un sauvetage des Juifs de ces pays durant la période de 48 à 56, qui subissent une migration forcée parce qu'expulsés de leur pays et qui sont surtout transférés en Israël, c'est plutôt une émigration postcoloniale qui caractérise l'émigration des années 60 à 80 et qui inclut différents facteurs et touche des populations différentes. Donc vous voyez, j'établis une différence entre les deux périodes et pour les différents pays, ce qui permet de nuancer un peu la caractérisation qu'on peut en faire. Mais aussi, il fallait aussi que les pays d'accueil acceptent de recevoir ces migrants. Ce n'était pas donné. C'est donc dans le contexte d'une plus grande ouverture du Canada à l'immigration que vont être accueillis les premiers réfugiés, comme on les appelait, juifs des anciennes possessions françaises d'Afrique du Nord, surtout au Québec, qui s'est aussi doté d'un ministère de l'immigration en 68 et qui va favoriser l'arrivée d'immigrants francophones. Alors, vous voyez, le contexte d'immigration change. On n'est plus dans les années 40 ou 50, on est vraiment dans les années 60-70 où le Québec a vécu sa révolution tranquille et lui-même est dans une période d'ouverture à l'autre. Près de 22 000 juifs de ces pays arabo-musulmans du Maghreb, majoritairement francophones, s'installent donc à Montréal et surtout à Montréal pour les francophones, mais une poignée d'entre eux vont aussi à Toronto pour les hispanophones. Il y a une division qui se fait, c'est assez curieux. On n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi et dans quel contexte les uns immigrent dans une ville et pas dans l'autre. Alors, on a plusieurs mémoires de migration. On a vu qu'on avait plusieurs périodes de migration, mais là, on a aussi plusieurs mémoires de migration. En comparant les migrations du Mashrek et du Maghreb, Mashrek, donc Proche-Orient, Maghreb, Afrique du Nord, on constate donc que les récits de départ racontent une expulsion massive pour le Mashrek, la privation des passeports et de la nationalité, des spoliations de propriétés, des exactions pour ceux qui restent dans leur pays, et même en Irak, on a pendu une dizaine de juifs, ce qui a évidemment un aspect extrêmement traumatisant pour ceux qui l'ont assisté. Des émotions fortes et un sentiment de perte et d'humiliation accompagnent cet exil. La peur et un grand sens d'insécurité et de colère sont très présents dans la mémoire qui nous est transmise. Dans le cas du Maghreb, en fait des originaires plutôt du Maroc et de Tunisie, la nostalgie du pays perdu, mais aussi un sentiment de perte accompagne le récit de ces départs. Mais on voit aussi un flou très grand
dans les narrations qui oscillent entre des souvenirs joyeux et un rappel de petits incidents qui témoignent d'une peur floue dans ses mémoires. Pour les Juifs du Maroc, alors que il n'y a pas d'exaction vraiment contre les Juifs. Ils ont la nationalité marocaine, mais c'est un sentiment diffus d'insécurité qui se répand. Et dans leur récit, les personnes tendent à insister sur la liberté de choix de leur destination, ne faisant que peu référence au contexte et à leur environnement. C'est assez curieux parce que, en fait, lorsqu'on voit quand ils arrivent, ils sont très contents. On n'a pas du tout l'impression qu'ils ont été traumatisés par leur migration. Au contraire, ils sont très, très contents d'arriver au Canada. Et on en a conclu un peu que c'était une mémoire très sélective. En fait, la plupart d'entre eux ne se rappellent pas vraiment des conditions de leur migration. Aucun détail ne filtre de la procédure. Quand la question des papiers intervient, ce sont les difficultés d'obtenir un passeport du gouvernement marocain qui sont mentionnées. On ne parle pas des institutions canadiennes, qu'on connaît peu, puisque, en fait, ce sont les officiers et agents de la HAIAS et de la JAIAS qui s'occupent de toute l'administration de l'immigration, depuis la sélection des migrants jusqu'à leur arrivée à Montréal. Donc, la relative facilité de l'immigration signale une prise en charge presque totale de ces questions par des instances autres que les personnes, et plutôt qu'une quelconque facilité à immigrer au Canada. En fait, c'est pas du tout facile d'immigrer au Canada, on le sait. Tous ceux qui ont demandé des papiers le savent. Donc, ce n'est pas du tout facile. C'était facilité par les agences d'immigration, par les agences juives, la HAIAS et la JAIAS. En réalité, le projet de faire immigrer des Juifs du Maroc au Canada a mobilisé une coalition transnationale qui a exercé un lobby très fort auprès du gouvernement du Canada pour inclure des personnes qui venaient du Maroc comme une catégorie spéciale d'immigrants réfugiés. Il s'en est suivi, et là, peut-être que, et c'est pour ça que je reviens sur ces départs et sur ces perceptions, parce qu'elles nous permettent de comprendre mieux peut-être la relation ensuite qui va exister entre ces personnes et la communauté d'accueil. Il s'en est suivi une certaine victimisation de ces populations, considérées comme vulnérables par les uns, tandis que les personnes elles-mêmes ne se voyaient pas comme telles. Donc, pour la communauté juive qui les accueille, c'est des personnes vulnérables. Pour ceux qui viennent, ils veulent être traités de manière égalitaire. Et donc, ça donne l'absence d'une narration historique commune. Ces disjonctions entre l'expérience migratoire et la narration historique, quand elle existe, produit un hiatus dans la mémoire collective de la migration des Juifs de ces pays. Alors, des interprétations vont être très différentes. Pour les uns, sont des gens qui ont été transférés, déportés, déplacés de manière trop rapide. Pour les autres, au contraire, ils ont été expulsés. Et donc, on a la difficulté à faire émerger une histoire cohérente et complète qui est, là encore, sans doute liée au traumatisme encore récent. C'est une immigration qui n'a que 50 ans, 60 ans au maximum, au traumatisme de l'immigration et ces non-dits ou dénis, parce que souvent ce sont des dénis des personnes qui ont vécu ces migrations, conduisent souvent à la nostalgie, à l'oubli et peut-être au refus de voir sa propre histoire. En fait, cette histoire-là se déroule de manière relativement chaotique, mais à la fois aussi relativement aisée. Troisième partie, c'est difficile négociation identitaire. J'en ai 4, alors je regarde l'heure. Ça va. Ces difficiles négociations identitaires tournent précisément autour de la question de savoir comment on va se définir dans cet ensemble montréalais dans lequel on atterrit. Devenir séfarade au Québec n'est pas exactement très simple. Alors, ces gens-là trouvent un héritage, ou en tout cas les traces d'un héritage séfarade, incarné dans cette synagogue, et ils vont s'y retrouver d'ailleurs, et s'engagent dans une reconstruction identitaire qui leur permet d'intégrer autour
l'identité séfarade, des aspects pluriels de leur identité hybride et diasporique, tout en affirmant leur attachement à la langue française, langue de la majorité, parce qu'il faut dire que la spécificité de cette identité séfarade au Québec, c'est qu'elle se fait en français. Alors, il n'y a rien d'équivalent ailleurs. Les Juifs du Maroc ne se considèrent pas des séfarades en France. Ils se considèrent des Juifs de France et peut-être des Juifs d'origine marocaine ou d'origine tunisienne. Les Algériens ne disent même pas qu'ils sont d'origine de quelque chose parce qu'ils ne veulent pas reconnaître cette identité-là nécessairement. Elle a été effacée pendant plus d'un siècle. Donc, on a vraiment là une spécificité qui est relativement intéressante à remarquer et qu'on va essayer de voir comment elle s'est développée. Des quelques études sur la communauté, en fait, il ressort que c'est une émigration dont l'intégration économique est relativement réussie si on la compare aux autres groupes qui sont arrivés à Montréal à la même période. Les Juifs séfarades, alors là, je dois dire, ont globalement bénéficié de la structuration très forte de la communauté juive qui existait, qui a un service social extrêmement étendu et qui est parallèle quasiment à celui de l'État et de ses services sociaux, qui était alors déficient en ce qui a trait à l'accueil des immigrants. Et en 80, l'État québécois comptait encore beaucoup sur chacune des communautés pour faire ce travail d'intégration des immigrants, sauf en ce qui concerne l'apprentissage du français, mais étant majoritairement francophones, cela ne les concernait pas. Donc, ils vont s'insérer relativement facilement, ce dont témoigne leur installation géographique dans des quartiers traditionnellement juifs à Montréal. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que, en fait, les premiers arrivés, cette première génération donc de pionniers, appelons-les comme ça, vont fonder très vite des regroupements qui leur sont propres. Et c'est peut-être une spécificité, là encore, des séfarades, c'est qu'ils ont une grande tradition qu'ils avaient déjà dans les pays où ils habitaient, dans les pays arabo-musulmans, où il fallait pour eux, pour survivre en bonne harmonie avec la majorité des autres qui étaient musulmans, dans des pays où la religion tient une place extrêmement importante et c'est des religions d'État, la communauté est le lieu par lequel vraiment se réalise l'ensemble des aspirations de ce groupe dans les pays d'origine. Alors ils vont faire un peu la même chose en arrivant au Québec, dans un pays où en fait on encourage aussi l'organisation communautaire. Les premiers arrivés fondent un premier regroupement de ressortissants juifs maghrébins qui s'appelle l'Association juive nord-africaine, qui affirme son projet de répondre aux besoins culturels et religieux qui leur sont propres dès 1959. Donc, dès qu'ils arrivent, ils s'organisent et ils reprennent le terme nord-africain, qui est le terme colonial français. Très vite, toutefois, le séphardisme apparaît comme un néologisme hybride qui leur apparaît plus attractif. En 1966, la Fédération séfarade des Juifs de langue française se transforme en association séfarade francophone. Et là, on voit très bien qu'ils captent l'ambiance du moment et en se mettant comme francophone et en s'affirmant francophone, ils définissent tout de suite une identité qui se relie à la majorité francophone du Québec. Et donc, ils effacent la référence marocaine et nord-africaine pour affirmer leur différence face à la communauté juive anglophone en tentant d'offrir un visage unifié alors que la communauté est très divisée et multiforme. Si le terme, comme on l'a vu tout à l'heure, désignait les Juifs d'Espagne, en fait, on voit que très vite, que ce soit en Israël ou maintenant au Québec, il concerne de nombreuses communautés originaires de pays musulmans, arabes ou perses, qui se sont agrégés au groupe juif marocain majoritaire à Montréal pour donner lieu à cette spécialité typiquement québécoise, puisqu'en France, on parlera plutôt de juifs d'Afrique du Nord et en Israël, de juifs orientaux ou mizrahi. Cette communauté qui donc s'organise de manière très structurée, à l'image de la communauté juive
majoritaire. Elle crée donc sa propre presse, ses journaux. J'ai une petite image du Centrinelle, du bulletin du Centrinelle, et même du moment où on vote pour le PQ. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont voté pour le PQ, mais quelques-uns certainement. Et donc, beaucoup de journaux, beaucoup de publications en français qui sont vraiment importantes. Deuxième élément très important, c'est bien sûr la fondation des écoles Maïmonides, une école qui va vouloir faire une école juive en langue française sur le modèle des écoles de l'Alliance israélite universelle du Maroc. Alors, ces écoles Maïmonides, on les voit, sont des écoles elles ont 2 campus. On a commencé d'abord à Ville-Saint-Laurent, là où il y avait un petit groupe de parents et de familles juives marocaines qui pouvaient justement envoyer leurs enfants dans ces écoles. Et en fait, cette école Maïmonide, du nom bien sûr du grand Maïmonide, va être vraiment la réplique presque intégrale des écoles de l'Alliance, dont beaucoup d'entre eux ont bénéficié lorsqu'ils étaient au Maroc. Donc, ils sont soit des anciens instituteurs de l'Alliance, soit des anciens élèves de l'Alliance, et ils vont donc poursuivre cette tradition au Québec. La fête de la Mimouna, c'est une fête traditionnelle marocaine qui va d'ailleurs être fêtée maintenant en Israël comme une fête nationale. Et donc, c'est une fête très intéressante parce que c'est une fête de grande ouverture aux autres et qui permet à tout le monde de partager la cuisine, la sociabilité, la musique, etc. Donc, la multiplicité de ces organisations communautaires, de ces synagogues, il y en a au moins une dizaine qui vont être de rites marocains ou algériens ou irakiens, va refléter l'importance de l'engagement religieux et communautaire de ce groupe qui, tout en maintenant vivaces ces traditions liturgiques, va les transformer pour en faire de nouveaux rituels facilement identifiés au judaïsme séfarade. Cette culture vivante est la continuation d'une tradition multiséculaire qui leur a permis de survivre longtemps en gardant leur identité. Et c'est sur le plan culturel et artistique que le passage du judaïsme marocain et nord-africain au séphardisme va vraiment s'effectuer à l'occasion de ce que vous connaissez peut-être, le festival séfarade ou du mois du livre juif à Montréal. L'écho que certains d'entre eux vont recevoir au sein de leur communauté, mais aussi à l'extérieur, va être relativement important. Et c'est ici, par exemple, que Gad Elmaleh ou Michel Boujna vont faire leurs premières armes comme humoristes francophones avec cette tradition séfarade qu'ils vont faire reconnaître un peu partout, des journaux aussi, et bref, une culture vivante qui va se poursuivre en français. Donc, alors pourquoi est-ce que je trouve qu'il y a des recompositions identitaires et comment, dans cette dernière partie, comment apprécier ces recompositions identitaires ? Ces identités hybrides s'organisent en fait autour de 3 pôles principaux et comme vous voyez, le terme de séfarade renvoie à l'Espagne. Revenons un peu sur cette identité séfarade. L'analyse de la revue La Voix séfarade, qui existe toujours et qui paraît 4 fois par an, on l'a analysée avec mes étudiants et on a vu qu'elle permet de voir comment des responsables communautaires formulent un discours identitaire qui a pour objectif de mettre en avant cette identité d'une Espagne mythique. Elle occupe une place importante dans le discours. Elle est vraiment celle qui différencie de l'Allemagne ashkénaze et du yiddish. Et elle fait référence à cette Espagne où on a eu un moment extraordinaire de convivialité entre les 3 grandes religions, mais qui est en fait un mythe sur lequel on veut revenir en dépouillant ce mythe de ce qu'il avait peut-être de dévastateur. On oublie l'Inquisition et on revient à cette Espagne mythique. Nostalgie aussi d'un Maroc
d'un Maroc avec des références souvent, par exemple, à l'école Maïmonide, on va voir qu'il y a un portrait du roi Mohamed V. Donc on a la référence au Maroc qui reste encore très présente. Bien sûr, dans la nourriture, on va le voir très souvent, dans cette nourriture judéo-marocaine, mais aussi on a idéalisé aussi quelque peu une culture judéo-arabe. Alors avec les enluminures, par exemple, dans les contrats de mariage ou les ketubot, dans la musique, dans la culture judéo-berbère qu'on essaye de folkloriser un petit peu, mais qui quand même est présente dans cette culture nouvelle qui est créée sur les rives du Saint-Laurent. Et bien sûr, les liens avec Israël qui sont extrêmement importants, des liens à la fois vivants, mais aussi anciens. Israël, la terre vraiment promise, à laquelle on n'a pas immigré nécessairement, mais qui est toujours présente à la fois dans la formation des cadres. Beaucoup de jeunes vont en Israël faire une découverte de ce qui est le lien fort et sentimental et inébranlable qui existe entre les Juifs et Israël, même si ces derniers ne sont pas sionistes. Et donc, on a pour cette génération de pionniers qui sont arrivés avec ces 3 références identitaires très fortes, on va voir que il va permettre de renforcer le sentiment communautaire de cette première génération. Et ce sentiment communautaire est d'ailleurs aiguisé à la fois par leur tradition, mais aussi, comme je vous le disais, par les politiques du multiculturalisme et des différents gouvernements québécois à l'égard des francophones venus d'ailleurs. Ainsi, dans la foulée d'une affirmation nouvelle de l'identité séfarade à travers la diaspora juive, la réalisation de cet ensemble d'organisations et d'institutions communautaires va être facilitée au Québec par la politique canadienne du multiculturalisme. Beaucoup de subventions vont être octroyées à ces groupes pour organiser leurs festivals, etc. Et par aussi la politique francophone du Québec. Mais cette époque, appelons-la faste ou pas, je ne sais pas, on peut revenir sur ça. Cette époque du communautarisme va prendre fin avec la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables et avec l'abandon du multiculturalisme par le gouvernement Tory d'Ottawa. Pendant un temps, bien sûr, on y revient avec le gouvernement Trudeau. Mais cette politique multiculturelle, bien sûr, encourage et renforce la communauté. Toutefois, dans le cas des Juifs marocains, des Juifs séfarades maintenant au Québec, qui vont se saisir de cette politique, on voit aussi que ça s'appuie sur des pratiques religieuses traditionnelles et sur un attachement indéfectible à l'État d'Israël, comme je vous le disais tout à l'heure. La communauté donc reste la forme multiséculaire de regroupement pour ces populations et reste l'expression de leur identité la plus forte. Alors, comment sont-ils désormais liés avec la diaspora transnationale? Il y a une diaspora transnationale, bien sûr, séfarade. Il y a des institutions qui ont été créées, la Fédération séfarade internationale. Mais ces institutions sont peut-être pas aussi fortes qu'on le croit. Elles sont plutôt une espèce de réseau assez flou d'organisations qui tentent simplement de maintenir vivante cette tradition. Comment alors, dans ce contexte, comment se voient-ils au Québec ? On voit bien que leur attachement communautaire est fort, mais comment est-ce qu'ils se voient par rapport au nationalisme québécois ou même au nationalisme canadien ? En fait, leur identification reste faible. Tout se passe comme si les membres de la communauté vivaient dans une ville, Montréal, suffisamment cosmopolite pour que les questions d'identité restent hors champ
hermétique au projet souverainiste, même si on a vu qu'il y en avait un certain nombre qui allaient voter pour le PQ, la majorité d'entre eux reste attachée au caractère démocratique et aux libertés fondamentales garanties par les constitutions canadiennes et québécoises. En ce sens, c'est moins la question politique, économique, qui pourrait modifier les perspectives de cette communauté, qui a toujours envisagé l'espace québécois dans un ensemble plus vaste, non seulement continental, canadien ou américain, mais aussi international. Alors, cette situation affecte les perceptions et les projets de la génération qui est née ou a grandi au Québec. Pour cette génération, on peut dire que pour la génération qui est arrivée de ces pionniers, leur intégration a été réussie en termes économiques, même si, en termes d'identité, les choses restent plus floues. Mais pour les secondes et troisième générations, ces jeunes se retrouvent un peu dans une situation différente de celle de leurs parents. Ils sont bilingues, français et anglais, et ils préfèrent la plupart du temps parler anglais, langue internationale qui leur ouvre l'accès aux professions d'avenir pour eux. Cette projection dans un espace linguistique international s'accompagne également d'un double mouvement marqué d'une part par un retour important aux pratiques religieuses juives, ce qui inverse le processus de sécularisation initié par la colonisation française et perpétué par leurs parents, qui sont dont beaucoup d'entre eux étaient plus laïcs que religieux, et d'autre part par un décalage face au milieu des jeunes Québécois dont le nationalisme ou le souverainisme plus affirmé reste étranger en majorité à leurs préoccupations. Ainsi, ces jeunes se trouvent en rupture avec la génération de leurs parents, moins enclins à faire de la pratique religieuse la source de leur identité, mais aussi avec la société d'accueil. Divisés entre deux allégeances qui semblent irréconciliables, la canadienne qui contribue à maintenir ou à renforcer les clivages ethnoculturels et la québécoise qui est aux prises avec sa propre affirmation politique et identitaire, nombre de ces jeunes vont s'affirmer tout simplement juifs et non pas juifs marocains ou juifs séfarades et montréalais. Montréal, dont le cosmopolitisme leur paraît garant de la possibilité d'expression de leur propre identité et d'une pluralité d'autres, continue encore de leur apparaître comme un lieu de vie désirable. Donc pour eux, ils ne partent pas, en tout cas pas en grand groupe, et pour eux, l'installation à Montréal constitue véritablement un élément très important de leur identité. Le rapport de cette communauté, par ailleurs, à la démocratie, c'est-à-dire interne mais aussi externe, est complexe parce que ce sont les mêmes personnes qui ont créé ces institutions qui sont encore à la tête de ces institutions, et c'est un problème parce que évidemment c'est surtout des hommes et des hommes plus vieux maintenant qui dirigent ces communautés, ne laissant pas beaucoup de place ni aux femmes ni aux jeunes, et ça pose un certain nombre de problèmes en termes de renouveau de la communauté. Enfin, du côté des liens intercommunautaires, l'ambivalence aussi est totale parce que d'une part, on est toujours aux côtés d'Israël, on ne veut rien renier du côté du judaïsme marocain, mais aussi on ne veut pas renier ses origines. Donc on a une espèce de flou identitaire qui est complexe et qui est complexe à exprimer aussi dans sa propre vie. Donc l'identité de ces 2 ou 3 générations de juifs séfarades à Montréal est relativement importante à regarder sous ces différents angles. En conclusion, dire que il y a une transformation, oui, une certaine transformation. Montréal n'est plus la capitale juive du Canada. C'est Toronto qui l'est, vraiment. C'est avec Toronto qui a pris vraiment la place de Montréal en termes vraiment d'organisation et d'institutions et de nombre de populations juives. Elle est la métropole donc du judaïsme canadien, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans.
Et ces quelques chiffres témoignent de l'attrait donc de la métropole économique du Canada sur les Juifs, y compris francophones, puisque nombre d'entre eux ont décidé de s'y établir, alors même qu'ils étaient peut-être passés par Montréal. Le rôle de cette petite communauté reste à définir. Elle est coincée entre le grand frère Ashkénaze, mais elle y est de plus en plus intégrée. En fait, la CSUQ, la communauté séfarade unifiée du Québec, est partie prenante de la grande communauté juive de Montréal, et elle tente de participer, bien sûr, à sa mesure, à toutes les activités, mais surtout l'activité culturelle. Et il semble y avoir comme une espèce de répartition des tâches qui s'est faite un peu entre les deux institutions. Et c'est ça, des rapprochements communautaires avec les musulmans. Beaucoup de musulmans sont arrivés du Maroc dans les années 2000. Il y a un centre communautaire musulman qui est la Maison du Maghreb, qui tente beaucoup de rapprochements. Il se fait au niveau culturel, il ne se fait pas nécessairement à d'autres niveaux, mais au niveau culturel, certainement, il y a beaucoup de choses qui sont faites en commun. Et peut-être il serait intéressant d'amplifier ces contacts. Et comme je vous le dis tout à l'heure, comme je vous le disais, en fait, des juifs séfarades, je ne sais pas s'il va en rester beaucoup après nous. C'est certainement une identité qui est importante, qui va être sans doute, je ne sais pas, par exemple, mes enfants, s'ils se disent juifs séfarades, je ne leur ai pas demandé, il faudrait que je leur demande, mais je pense qu'ils sont plus... Ils s'identifient plus comme juifs et peut-être ils aiment bien la cuisine marocaine. Malheureusement, je la cuisine pas beaucoup, alors donc c'est pas extraordinaire. Et donc en fait, on peut voir qu'on est un peu à la croisée des chemins. Là, les communautés elles-mêmes, les institutions communautaires elles-mêmes se reconstituent et essayent justement de sortir un peu ces communautés du repli identitaire pour embrasser l'ensemble de la réalité juive à Montréal. Merci infiniment de votre attention. Alors, j'ai essayé d'aller relativement vite. Je suis un peu désolée. Parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir une conversation au moins entre nous et que ce ne soit pas juste un cours, enfin ce n'est pas un cours, mais une conférence. Donc si vous voulez intervenir, s'il vous plaît, allez-y. Puis on a un micro aussi. On a un micro. Oui. Présentez-vous, Bonjour. Ça nous fera plaisir. Bon, je m'appelle Célia Moreno. Je suis du Maroc, évidemment. Je suis une juive du Maroc séfarade. Il y a une chose qui m'a frappée vers la fin de votre conférence, quand vous parlez des rapports de la communauté séfarade avec les instances politiques, les problèmes d'intégration politique de la communauté. Donc, effectivement, il est bien connu que souvent, elle reste enfermée sur elle-même avec peu de rapports. Mais il n'empêche que pour ces gens qui sont religieux, il y a quand même une chose très importante dans la religion juive qui dit « Dina des Malchuta Dina ». Ça veut dire « ta loi sera la loi du pays qui t'a accueilli ». Et donc, dans les textes juifs, on recommande de s'intégrer et de se responsabiliser et de prendre sa place dans la construction du pays qui nous a accueillis. Oui, c'est tout à fait juste. Je n'en ai pas parlé parce que c'est une... et merci de me donner l'occasion de développer là-dessus. Je pense que j'établis une distinction, disons, entre une adaptation et une acceptation et une intégration. Alors, c'est un peu pour ça. Alors, je pense que les juifs séfarades ont été vraiment relativement... ont connu vraiment ce que je disais tout à l'heure, une adaptation relativement rapide et exceptionnelle. Et donc, ils ont adopté les lois du pays, etc. Le problème, c'est quand on commence à
voir, mais alors vous me direz, mais c'est peut-être trop rapide, pourquoi vous voulez ça très vite, etc. Quand on regarde le nombre de gens qui se sont présentés en politique, est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Est-ce que ces gens-là sont dans les partis? C'est à ce niveau-là dont je parle, et au niveau aussi peut-être du vote. Alors on n'arrive pas encore complètement à identifier le vote séfarade ou le vote juif, on ne sait pas s'il y a un vote vraiment, mais on peut avoir une idée générale que, on vote plutôt pour des partis qui ne sont pas souverainistes, pour dire comme ça rapidement. Parce qu'on a vu que même le vote juif, qui était très pris par les libéraux, a changé un petit peu avec l'arrivée des conservateurs et le rôle et le lien que les conservateurs ont fait avec Israël, qui semblait plus fort. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste, mais ce que je veux dire, c'est aussi que c'est des degrés d'intégration qu'il faut regarder. C'est ça que je voulais signaler. J'avais une question concernant la démographie juive marocaine en ce moment au Maroc. Je comprends qu'il y a encore des Juifs là-bas. Et pourquoi est-ce qu'ils sont encore là-bas? Au Maroc, vous ne pouvez pas avoir de chiffres. Savoir combien il y en a. Il y en a un qui dit on est 500. Il y en a d'autres qui disent on est 2000. À mon avis, ils ne sont pas plus que 1000. Peut-être 2000, si vous êtes vraiment... Parce que vraiment, Marrakech, il n'y a plus personne. Meknès, il en reste 30 que je connais. Cinquantaine, 30... Casablanca, 2 personnes. Casablanca, peut-être 500, 1000. 1000, voilà. Mais ils ont des bonnes institutions. Ils ont gardé des institutions importantes. Je suis allée la dernière fois, ils ont même un tribunal rabbinique au sein du tribunal à Casablanca. C'est 2 petits bureaux. Et là, je voulais voir justement les dossiers de mariage. Il m'a sorti les cartons. Ils sont 3. C'est vraiment là. J'aurais voulu vous montrer les photos. C'est vraiment assez pathétique de voir ça. Mais ils sont là. Le rabbin du tribunal rabbinique est nommé par le roi. Et donc, il est payé par le roi parce que comme c'est une théocratie, les religions minoritaires ont droit à un certain nombre d'avantages. Et donc, c'est ça. Pourquoi il reste là-bas? Je pense que votre camarade de voisin va vous dire pourquoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui restent... d'abord, c'est des personnes qui sont assez âgées, pour la plupart d'entre eux. Les jeunes sont tous partis. Avec quelques-uns, il y a plus jeunes. Donc, des raisons de... Ouais, des raisons de... On est là, on reste. Ouais. Non. Mais il y a toute une maintenant toute une rhétorique que le gouvernement marocain a sur la coexistence entre les juifs et les musulmans. Et par exemple, il y a une rénovation des cimetières juifs qui a été faite. Il y a l'inscription du judaïsme dans la constitution comme une religion reconnue, etc. Donc, il y a vraiment un effort qui est fait du côté du gouvernement marocain pour reconnaître l'héritage juif du Maroc. Et ça, je pense que c'est assez important et assez unique dans les pays arabo-musulmans. Je me demandais si... Oui, Sylvie Labrèche, désolée. Je me demandais si on parle d'une identification à une religion ou un retour à la religion. On a une identification à une religion, comme on peut en avoir au Québec chez certains jeunes, chez les Juifs aussi, chez les musulmans, sans nécessairement avoir la pratique. C'est pour un retour vers... On a besoin de cette identité. Chez les plus jeunes, c'est une question que je me pose, simplement. Je ne sais pas pour les plus jeunes. Je ne pourrais pas vous dire pour les plus jeunes. Il y a beaucoup de sondages qui sont faits, des enquêtes sur le comportement religieux. Moi, j'aime bien les enquêtes qui parlent de religion civile. Parce que c'est comme un fond commun. Mais même cette religion civile n'est pas nécessairement partagée par tout le monde.
Donc, ce qui pose le problème en Europe ou ici, du rapport aux immigrants, etc., et qui est faussement monté en épingle comme une différence fondamentale. Mais par exemple, sur la communauté européenne, le fait que la Turquie rentre ou pas dans la communauté européenne, est-ce qu'ils sont vraiment de la même culture que nous, en fait, tout ça, c'est complexe. Yvonne Breton. Un premier commentaire et une question après. Bon, vous disiez que vous pensez que la majorité des séfarades, bon, pour le vote pour des élections, tout ça est assez traditionnel. Je crois que ça s'applique beaucoup à tous ceux qui ont immigré ici aussi, qui sont venus d'ailleurs, qui ont eu des problèmes pour eux. Les souverainistes, la séparation, ils ont eu assez de problèmes dans leur pays qu'ils ne veulent pas revivre ça ailleurs. Maintenant, j'aimerais savoir le rapport, bon, en étant séfarade, le rapport que la femme, la place que la femme a dans la communauté aussi, présentement. Est-ce que ça s'est amélioré ou c'est encore assez cantonné? Écoutez, première question ou commentaire, j'aimerais en faire un autre par rapport à votre commentaire. Bernard Landry, aujourd'hui décédé, était un très grand ami de la communauté séfarade. Très grand ami. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, plusieurs activités, etc. Et lui avait vraiment le sentiment que les séfarades auraient pu être ce groupe parmi les nouveaux migrants qui auraient pu appuyer la cause souverainiste. Il y en a eu un certain nombre qui l'ont appuyé, mais pas de manière massive. Et en fait, peut-être qu'il faudrait inverser la question et se poser la question pourquoi les souverainistes n'arrivent pas à attirer plus d'immigrants. Et même 3 ou 4 générations après. Il y a un Chilien qui les a rejoints. Bon, c'est comme une personne ici, une personne là. Mais grosso modo... Et même si c'est une immigration ancienne, le souverainisme n'a pas vraiment de base. Même les Italiens qui sont là depuis un siècle et demi, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu quelques-uns, mais bon, c'est pas massif. Donc on a vraiment une question à se poser sur cet aspect-là. Le deuxième point sur les femmes, très bonne question. Le rôle des femmes dans la communauté ou dans la religion juive est très important. C'est par elles que passe la transmission du judaïsme. Bon, donc c'est très très important, même si on est quand même dans une religion machiste, hein, il faut le dire. Donc que ce soit dans la religion ou dans la communauté, c'est vraiment tenu par des gars. Vraiment, c'est vraiment terrible. C'est vrai. Alors la communauté qui devrait être un lieu de vraiment, c'est terrible. Il y a eu une présidente en, je sais pas, 40 ans ou 50 ans. La voix séfarade, c'est bon, whatever. C'est vraiment terrible. Alors qu'elles sont très très présentes dans toutes les organisations caritatives, les philanthropies, enfin le truc habituel. Donc, ouais, les choses de femmes, c'est ça. C'est vraiment terrible. Oui. Bonjour, Madame Louise Lacaire. Vous avez beaucoup parlé de la relation qui existe entre les séfarades, les juifs séfarades et les juifs ashkénazes. Mais quelle est ces deux communautés, quelle relation ont-ils avec les juifs hassidiques? Ah. Nous avons toutes sortes de bonnes questions ici. Hein. Il fallait bien quand même que le chat sorte de la boîte. On les avait oubliés, ceux-là. Écoutez, c'est une question très importante. Il y a beaucoup de séfarades maintenant parmi les juifs hassidiques. C'est très nouveau. Qui deviennent comme des Lituaniens, alors qu'ils ne le sont pas, qui adoptent... les traditions lituaniennes et ashkénazes, alors qu'ils sont séfarades. À Boisbriand, il y a une grosse communauté hassidique d'origine séfarade. Alors, vous savez, le lien des hassidiques avec la grande communauté juive sont très compliqués.
Il y en a qui se reconnaissent dedans, il y en a qui ne se reconnaissent pas dedans, etc. Donc, parce que chaque communauté hassidique est indépendante. Comme vous savez, nous n'avons pas de clergé, nous n'avons pas d'église, nous avons des synagogues très autonomes. Et donc, chaque rabbin et chaque congrégation décide de l'organisation qu'il veut donner à sa... Et il y en a qui sont... Alors, contrairement à la France, où il y a un consistoire, et que son consistoire dépend de l'État, et qui était une des règles, justement, de la laïcité française, les gens pensent que c'était d'ignorer les religions, mais c'est tout à fait faux. La laïcité française reconnaît les 3 religions principales et oui, mais la séparation de l'Église et de l'État reconnaît les religions et donc les rabbins, comme les imams, comme les curés, sont payés par l'État. Donc, mais oui, par le consistoire qui reçoit une subvention, etc. Donc, quand on est consistorial, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de l'institution qui est reconnue par la République, eh bien, la synagogue est consistoriale. Néanmoins, elle garde toujours son autonomie. Donc, toutes ces congrégations sont totalement autonomes. Il y en a qui ont des liens avec la fédération CGA, il y en a qui n'en ont pas. Voilà ma façon de répondre à cette question piège. Je prends juste une seconde pour remercier Mme Cohen de sa très généreuse participation. Je pense qu'on va devoir la réinviter parce que je sens qu'il y avait encore beaucoup de questions, mais on va la libérer pour l'instant du moins. Merci beaucoup.